Le colloque international des huissiers de justice, la 6e édition, se tient du 23 au 25 juin 2022 au Palais des Congrès de Cotonou, lancé ce jeudi par Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation. Les activités du colloque visent à l'appropriation des atouts du numérique, notamment de la digitalisation. Outiller les parlementaires sur les enjeux relatifs à la mobilisation accrue de ressources nationales et internationales dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Bénin. C'est l'objectif de la session d'orientation des députés de l'Assemblée nationale du Bénin sur le plaidoyer et le suivi budgétaire en faveur de l'élimination du paludisme qui s'est tenue ce vendredi 24 juin 2022 à Cotonou. Et puis en interactualité, les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne ont décidé d'accorder le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie, la première étape vers une adhésion complète dans un processus accéléré par l'invasion de la Russie. Voilà donc pour le sommet, mesdames, messieurs. Le développement est à suivre dans quelques instants. Nous sommes le vendredi 24 juin 2022. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision, session d'orientation des députés de l'Assemblée nationale du Bénin sur le plaidoyer et le suivi budgétaire en faveur de l'élimination du paludisme au Bénin. C'est ce vendredi 24 juin 2022 à Cotonou. L'objectif de cet atelier est d'outiller les parlementaires sur les enjeux relatifs à la mobilisation accrue de ressources nationales et internationales dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Bénin. Reportage de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Romaric Dossard et Pierre Akapo. Le paludisme, une maladie potentiellement mortelle causée par des parasites transmis aux personnes par des piqûres de moustiques femelles. Certains groupes, tels que les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, sont particulièrement vulnérables face à cette maladie, pourtant évitable et traitable. Éradiquer de manière définitive ce mal, c'est la vision de cette session d'information qui réunit plusieurs députés de la 8e législature du Bénin, une initiative du programme national de lutte contre le paludisme. Il est essentiel de continuer à investir, à innover et à agir, car aucune région n'est aujourd'hui épargnée des conséquences de la maladie du paludisme. Chers collègues, mesdames et messieurs, il n'est plus besoin de démontrer l'importance que revêt cette session pour la satisfaction des attentes. Toutefois, je voudrais préciser que bien qu'elle vise à l'arrivée une meilleure priorisation et une augmentation subséquente de la part du budget national alloué à la santé et plus particulièrement à la lutte contre le paludisme, elle est en outre l'occasion pour nous d'inciter le gouvernement à se prononcer davantage sur des sujets urgents d'intérêt national comme la lutte contre le paludisme. J'espère donc pouvoir continuer à compter sur l'engagement des collègues et pourquoi pas sur chacun d'entre vous, ainsi que sur le personnel parlementaire dans cette lutte. À l'instar de l'Afrique, le paludisme constitue un véritable problème de santé publique au Bénin. Pour les autorités, il représente le premier motif d'hospitalisation enregistré dans les centres hospitaliers du pays et la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Malgré les nombreux efforts et les avancées encourageantes, l'Afrique reste confrontée à des menaces majeures engendrées par le paludisme. Pour réussir à juguler ceci, nous devons agir à tous les niveaux, depuis les communautés locales jusqu'au niveau national. L'engagement des parlementaires est un pilier incontournable dans cette lutte. Et votre engagement, cher honorable, va favoriser l'accroissement des financements pour la lutte contre cette maladie et ainsi protéger les personnes à risque. Mieux, au-delà de la mobilisation des ressources, les parlementaires représentent un appui essentiel pour la mise en œuvre de toutes les stratégies nationales et constituent également un canal de communication et de plaidoyer à travers leur implication auprès des communautés à la base. Le principal résultat attendu de cette session est de fournir aux parlementaires des informations fiables, puis de les sensibiliser sur le défi du financement durable pour l'élimination du paludisme d'ici à l'an 2030.
C'est Cotonou, la capitale économique du Bénin, qui abrite la 6e édition du colloque Afrique-Europe des huissiers de justice. Ceci à partir de ce jeudi 23 juin 2022 au Palais des Congrès à Cotonou. Au cœur des échanges, la digitalisation. Suivons ici la cérémonie officielle de lancement du colloque dans ce reportage signé Romaric Dossa. Rôle de l'huissier de justice à l'ère de la digitalisation. C'est le thème retenu pour les 6e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice. C'est dans cette salle du Palais des Congrès de Cotonou que les acteurs de la justice béninoise accueillent leurs confrères africains et européens. De nos jours, il est difficile d'exercer la noble profession que vous avez choisie sans s'ouvrir au numérique. En s'invitant dans votre métier, la digitalisation soulève la problématique de la rédaction des actes, de leur signification et de leur conservation au moyen des technologies numériques. L'exécution des décisions de justice, l'une des attributions que vous avez, n'est pas du reste. Jadis métier de l'écrit, de la plume, nous venons de l'entendre encore avec la déclamation qui nous a égayé un instant plus tôt, mais encore plus, métier de contact, l'huissier de justice se doit de s'adapter aux exigences du temps, à l'instar de toutes les autres professions judiciaires. Une occasion de partage d'expériences et de meilleures pratiques. Elle va également servir de cadre pour établir des relations entre les continents africains et européens en vue de l'harmonisation de la profession d'huissier et des procédures civiles d'exécution sur le plan mondial. La digitalisation. Cet anglicisme saisit tous les espaces, tous les domaines de la vie des individus et des groupes, des corps, des administrations, dans le sens où appréhender, il est appréhendé comme le recours aux technologies de l'information et de la communication pour assurer et assumer les services que l'on rend, que l'on doit, pour accéder aux services auquel l'on a droit, avec son synonyme, la numérisation. Nous travaillons tous pour la même cause, celle d'assurer l'avenir de notre profession. Il ne me reste qu'à nous souhaiter d'excellents travaux et de vous remercier tous encore une fois pour votre présence. Merci. Et c'est parti pour 4 jours de travaux. Moment de riches échanges d'expériences entre huissiers de justice africains et européens. Les douleurs des règles constituent un problème fréquent durant le cycle menstruel. Chez de nombreuses femmes, les règles s'annoncent par un léger malaise ou des tensions dans le bas-ventre. Pour certaines, des troubles notamment peuvent survenir avant et pendant les règles, rendant celles-ci très pénibles et constituant donc un handicap sérieux dans la vie quotidienne de la femme. Faut-il s'inquiéter quand on a les règles douloureuses et comment s'y prendre? La réponse dans ce reportage signé Olive Biaou. Seins gonflants, douloureuses, vertiges, peau sensible, maux de tête parfois, légers maux de bas-ventre, voilà quelques signes annonciateurs de l'arrivée des menstruations chez des femmes. Alors que chez certaines, rien n'est à signaler, chez d'autres, ces maux peuvent être intenses, embarrassantes et très embêtants. Moi, quand ça m'arrive, je prends des calmants. Parfois, je prends un médicament que maman m'a prescrit, une tisane quoi. Donc, parfois, je prends aussi des antibiotiques pour calmer le maux de ventre. J'en entends parler. J'ai même vu des personnes qui ont souffert de ça. Et c'est vraiment atroce. Je sais que ça a des conséquences graves. Il y a plusieurs phénomènes. D'abord, c'est un phénomène naturel.
dans la majorité des cas, avoir des règles douloureuses est quasi naturel parce qu'il y a un phénomène de contraction de l'utérus qui est un muscle pour faire sortir le sang. Et cette contraction de l'utérus peut être douloureuse. C'est un muscle qui se contracte, donc ça peut être douloureux. Deuxièmement, il y a certaines femmes qui ont l'utérus qui est un peu penché en arrière. Habituellement, l'utérus il est penché en avant. On parle d'utérus antéversé. De temps en temps, certaines patients ont un utérus qui est penché en arrière. Dans ce cas, on parlera d'utérus rétroversé. Et cet utérus rétroversé, lorsque les règles sortent, peuvent être légèrement ou un peu assez douloureux, n'est-ce pas? Maintenant, la sensibilité à la douleur des gens, des uns et des autres diffère. Donc, il y en a qui ressentent ces douleurs très fortement, d'autres le ressentent un peu moins fortement. Donc, lors des premières années des règles, avoir des règles douloureuses, dans la majorité des cas, c'est normal. Mais par contre, si on se rend compte que ces règles douloureuses deviennent de plus en plus douloureuses, que la douleur a tendance à augmenter, qu'elles sont tellement douloureuses que même les médicaments que l'on prend pour traiter les règles douloureuses commencent à ne plus être efficaces, ou bien lorsque ces règles douloureuses, ces douleurs surviennent même en dehors des règles, n'est-ce pas, et surtout lorsqu'elles augmentent en intensité. Et enfin, lorsque vous continuez à avoir des règles douloureuses alors que vous avez déjà accouché, on peut dans ce cas penser que ces règles douloureuses. Les règles douloureuses peuvent être donc normales ou anormales lorsqu'il y a une pathologie derrière. D'autres maladies telles que les kystes, les myomes, les fibromes, l'endométriose, pour ne citer que celles-là, sont parfois l'origine de ce mal cyclique. Donc lorsqu'on a des règles douloureuses, n'est-ce pas, la première attitude à avoir, c'est d'abord d'aller consulter un médecin, un gynécologue ou une sage-femme qui va vous examiner, faire une échographie éventuellement et regarder si ces règles douloureuses sont dues peut-être à un utérus rétroversé ou bien s'il n'y a pas d'anomalie. Dans ce cas, on prescrira simplement des médicaments pour la douleur qu'il faudra de préférence commencer à prendre avant que les douleurs ne s'installent. Parce que si vous attendez que les douleurs s'installent pour prendre les médicaments, l'efficacité diminue un peu. Maintenant, si l'échographie ou les analyses qu'on avait à faire montrent que la cause des règles douloureuses sont une cause pathologique, on va traiter ces règles douloureuses, n'est-ce pas? Il ne faut pas penser qu'avoir des règles douloureuses, c'est normal et que c'est une fatalité, on ne peut pas traiter ça. On peut très bien avoir des règles douloureuses normales, comme on peut avoir des règles douloureuses alors qu'il y a une pathologie derrière, telle qu'une infection, telle qu'un kyste, tel qu'un fibrome ou telle qu'une endométriose. Avoir des douleurs avant ou pendant les règles est normal, mais quand la douleur persiste au-dessus d'un certain seuil, il est nécessaire de rechercher des causes en prenant l'avis d'un spécialiste. Saviez-vous que certaines personnes éprouvent une certaine sensibilité face aux ondes électromagnétiques et aux champs électriques? Eh bien, c'est une pathologie qualifiée d'électrosensibilité. Elle se caractérise par des rougeurs, des picotements, des sensations de brûlure, voire des troubles digestifs. Et qu'est-ce qui peut être donc la cause de ces crises et ces picotements? Réponse dans ce reportage. Les appareils aux ondes électromagnétiques font de plus en plus partie de nos quotidiens. L'utilisation de ces derniers provoque une pathologie appelée électrosensibilité ou hypersensibilité électromagnétique, souvent considérée comme maladie imaginaire. L'électrosensibilité se manifeste généralement par des douleurs abdominales, des troubles digestifs, des difficultés respiratoires, des palpitations, des rougeurs sur la peau. Cette maladie est liée à des facteurs prédisposants. Il n'y a pas vraiment de cause définie, je parlerai plutôt de facteurs prédisposants. Donc parmi ces facteurs-là, nous avons les facteurs génétiques, c'est-à-dire dans la famille, quand quelqu'un est électrosensible, il peut arriver que dans une génération, il ait ça par exemple. Ou bien les prédispositions psychologiques. Dans la prédisposition psychologique, il peut avoir les personnalités, les types de personnalités peuvent agir. Par exemple, la personnalité obsessionnelle compulsive qui est en premier plan dans les facteurs prédisposant à l'électro-hypersensibilité. Lorsqu'elle n'est pas vite diagnostiquée, plusieurs conséquences peuvent en découler. L'électrosensibilité peut avoir des conséquences. Mais ici, on va plutôt parler de conséquences psychologiques. D'accord? Vous convenez avec moi que quelqu'un qui est électrosensible au téléphone portable, les téléphones portables se trouvent partout. Donc, la personne aura tendance à s'isoler. Donc, cet isolement-là peut entraîner une dépression chez cette personne-là. Antenne relais, Wi-Fi, téléphone portable, ordinateur, four à micro-ondes et bien d'autres sont la plupart du temps les outils responsables de l'électrosensibilité. Comme toute autre maladie, l'électrosensibilité peut être traitée. Il y a aussi la psychothérapie qu'il peut faire.
Donc ça, c'est soit avec le psychiatre ou le psychologue. Voilà. Donc ce sont des entretiens qui vont les aider à comprendre leur pathologie et à mieux la gérer. Les électrosensibles deviennent un véritable problème de société de nos jours. Selon les associations et organisations de la santé, elles représentent entre 2 et 3% de la population. Pour éviter cette maladie, il faut faire un bon usage des appareils électromagnétiques et se faire consulter par un spécialiste aux premières suspicions. Et puis dans le reste de l'actualité à présent, la première usine de vaccins ARN messager d'Afrique a été inaugurée ce jeudi donc au Rwanda avec pour objectif de fabriquer d'ici début 2024 des traitements contre le Covid-19 et d'autres maladies à destination de millions d'habitants du continent. C'est une initiative du laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech. Cette usine sera la première de 3 prévues sur le continent africain, notamment au Sénégal et en Afrique du Sud. Des applaudissements et des sourires qui en disent long sur l'enjeu de la rencontre. Le lancement jeudi des travaux de construction de l'usine de vaccins à ARN messager à Kigali. La première des 3 prévues sur le continent. Elle produira d'ici début 2024 des traitements contre le Covid-19 et d'autres maladies. BioNTech cherche et développe des vaccins et des médicaments pour prévenir le paludisme, la tuberculose et le VIH. Ces maladies sont les principales causes de mortalité sur le continent africain. Nous nous sommes associés à la fondation Bill et Melinda Gates pour développer les vaccins contre la tuberculose et le VIH et nous développons des vaccins contre le paludisme. Le Rwanda soutient pleinement l'engagement de BioNTech à alimenter cette usine entièrement avec de l'énergie verte. Et nous travaillerons en étroite collaboration pour y parvenir. L'Afrique est le continent le moins vacciné au monde contre le Covid-19, avec moins de 20% de ses 1,2 milliard d'habitants ayant reçu 2 doses de vaccin. Au sommet économique Union européenne-Afrique des affaires à Bruxelles, les participants ont plaidé pour une réponse accrue du secteur privé et des investissements dans l'agriculture africaine. Les échanges du sommet des affaires Union européenne-Afrique ont porté sur la construction d'un nouveau partenariat visant à assurer une sécurité alimentaire durable. Selon donc les experts, la sécurité alimentaire en Afrique dépendra fortement de la mise en place des chaînes de valeur agricoles résilientes, également de l'investissement dans l'adaptation au changement climatique, des infrastructures et de la production locale. Reportage. La guerre en Ukraine est le dernier épisode en date à avoir frappé la production alimentaire mondiale, suscitant des inquiétudes quant à la situation de la sécurité alimentaire en Afrique. Les échanges du sommet des affaires Union-Afrique ont porté sur la construction d'un nouveau partenariat visant à assurer une sécurité alimentaire durable. Avec les banques commerciales européennes, nous travaillons à la mise en place de facilités de financement du commerce. Nous devons rééquilibrer leur portefeuille en matière d'exposition à l'industrie africaine et également veiller à ce que les engrais et les semences nécessaires soient livrés à l'Afrique. La précarité de l'Afrique en matière de sécurité alimentaire est le résultat de divers facteurs dont certains sont structurels. Si les agriculteurs africains disposent de sols, ils doivent dépendre d'autres pays pour obtenir des intrants essentiels tels que les engrais. Et ici au sommet UE-Afrique des affaires à Bruxelles, les participants plaident pour une présence accrue du secteur privé et des investissements dans l'agriculture africaine. Dans de nombreux pays africains, la production alimentaire ne parvient pas à suivre le rythme de la croissance démographique. La responsabilité de nourrir les pays est également laissée en grande partie aux petits exploitants agricoles qui ont du mal à trouver des capitaux. Dans les affaires, tout le monde comprend la valeur de l'argent. En ce qui nous concerne, nous pensons que l'un des défis fondamentaux pour le secteur privé en Afrique, et en particulier au Ghana, est l'accès au financement. Notre gouvernement s'efforce donc d'y remédier. Le conflit russo-ukrainien a non seulement provoqué une pénurie mondiale de céréales, mais aussi d'engrais. C'est à la fois un défi et une opportunité pour les fabricants d'engrais africains.
Je pense que l'Afrique a plus que jamais besoin de partenaires fiables de toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur alimentaire. Ces derniers doivent être aux côtés de leurs partenaires et clients sur le continent. Nous, à l'OCP, sommes bien conscients de notre responsabilité. Maintenir notre rôle de partenaire de la révolution verte de l'Afrique. Selon les experts, la sécurité alimentaire en Afrique dépendra fortement de la mise en place de chaînes de valeur agricoles résilientes, de l'investissement dans l'adaptation au changement climatique, des infrastructures et de la production locale. La guerre en Ukraine, on en parle toujours et elle ne cesse d'impacter négativement le monde. C'est le cas du Somaliland, un pays autoproclamé qui est en manque de céréales. Le pays n'a pas reçu de livraison depuis 3 mois et risque d'être privé du pain, un élément incontournable dans la région. La douleur n'est pas seulement ressentie par les villageois et leurs familles, les animaux également en souffrent. Images et sons. Cette vaste étendue de terre aride témoigne de l'ampleur de la sécheresse qui frappe des communautés en Somaliland. C'est la pire depuis 40 ans. Elle menace la vie de nombreux enfants selon l'UNICEF. Ce changement climatique provoque l'exode des populations des jidéis. 2 tiers des habitants de la localité ont quitté les lieux. La sécheresse à laquelle nous sommes confrontés, vous pouvez le voir, est généralisée et mordante. D'est en ouest, de toutes les sécheresses que j'ai traversées, elle est la plus accrue. Une sécheresse qui tombe au moment où la guerre en Ukraine prive la région de céréales. Le Somaliland importe 90% des céréales de Russie et d'Ukraine. Sécheresse et crise en Ukraine, un cocktail explosif pour le pays autoproclamé. Tout le monde va perdre son emploi, y compris la population somalienne. Comment va-t-elle se nourrir? En tant qu'entreprise, nous sommes affectés par cette guerre. Le coût n'est pas seulement ressenti par les villageois et leurs familles, les animaux tels que les chameaux souffrent également. Le jeudi 23 juin, après une longue attente qui aura duré tout l'après-midi, les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne ont décidé d'accorder le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie. Une décision qui était attendue, mais qui n'en est pas moins marquante. Les 27 chefs d'État et de gouvernement évoquent un moment historique. Ils envoient aussi un message fort de soutien à Kiev 4 mois après le début de l'invasion lancé par la Russie. C'est fait. L'Union européenne accorde à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion. Réunis à Bruxelles, les 27 chefs d'État et de gouvernement évoquent un moment historique. Ils envoient aussi un message fort de soutien à Kiev, 4 mois après le début de l'invasion lancée par la Russie. Le message qui est envoyé aujourd'hui très clairement, et nous l'avons vu à l'instant avec le président Zelensky, est un message très fort, cohérent avec ce que notre Europe, depuis le premier jour du conflit, a su faire. C'est-à-dire réagir de manière rapide, historique et unie. Par les sanctions, 2 jours après, à 6 reprises, par le soutien macroéconomique, militaire, financier à l'Ukraine, et maintenant par ce geste politique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a immédiatement réagi à cette annonce. C'est notre victoire. Nous l'attendions depuis 120 jours et pendant 30 ans. Nous allons battre l'ennemi et nous reposer. Ou probablement, nous allons d'abord reconstruire l'Ukraine et ensuite nous reposer. Lors du sommet, les responsables européens ont aussi décidé d'accorder à la Moldavie le statut de candidat à l'adhésion. Les 27 tendent la main à cet ancien pays de l'Union soviétique, frontalier de l'Ukraine et menacé de déstabilisation par la guerre. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'Union presse le pas dans sa procédure de décision. Désormais, les 2 candidats vont devoir mettre en œuvre des réformes avant de pouvoir entamer les négociations d'adhésion. Bien sûr, les pays doivent faire leur devoir avant d'avancer vers la prochaine étape du processus d'adhésion.
Mais je suis convaincu qu'ils avanceront le plus rapidement possible et travailleront autant que possible pour réaliser les réformes nécessaires. La lutte contre la corruption et le renforcement de l'état de droit font partie des dossiers prioritaires. À l'issue de ce sommet, un pays reste toutefois hors de la trajectoire européenne. La Géorgie devra encore patienter avant de se rapprocher formellement de l'Union. Thilo Kehrer, le footballeur allemand du Paris Saint-Germain, est arrivé au Burundi pour l'inauguration d'un centre pour jeunes. Un cadre appelé à aider et à tracer également l'avenir des jeunes dans ce pays qui est loin d'être parmi les mieux lotis du continent. Le centre se concentrera sur la culture et également sur le sport. Thilo Kehrer n'a pas oublié le pays de sa mère. Le footballeur allemand du Paris Saint-Germain est arrivé au Burundi pour l'inauguration d'un centre pour les jeunes, un cadre appelé à aider à tracer l'avenir des jeunes de ce pays qui est loin d'être parmi les mieux lotis du continent. Je suis footballeur et je suis dans une des plus grandes équipes du monde. J'ai la possibilité de donner les choses que j'ai appris aux jeunes générations d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'on est en train de faire avec la Fondation. Parmi les axes retenus figurent des projets innovants et le secteur en lien avec la profession de l'allemand, le football. Thilo Kehrer servant d'exemple aux jeunes Burundais. Je pense que chaque joueur se dit ceci. Pourquoi pas moi? Pourquoi je ne peux pas être comme lui? Un ambassadeur pour les autres, réussir à l'étranger et revenir au pays pour poser ce genre d'acte. S'il ne joue pas pour le pays de sa mère, le footballeur peut aider à travers son centre à l'éclosion des talents burundais encore à l'état latent. Des footballeurs qui hisseront peut-être un jour le drapeau burundais au sommet du ballon rond africain. C'est terminé pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Speedline Télé. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube également sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également et que Dieu nous garde.